Partir à vélo, c'est comme partir en voyage. Et réaliser un film, c'est comme écrire un carnet de voyage. J'ai juste besoin d'un prétexte pour entreprendre l'aventure et d'une intuition pour guider ma spontanéité. Mon dernier prétexte, ça a été la chasse-balcon. Mais j'ai commencé à pédaler avant même de connaître ma destination. Qu'est-ce que la ville, le vélo et le violon ont en commun? Je vais te mettre ça ici si ça te dérange pas trop. Ah oui, ok, pour le son, ça. À force de rouler en ville et de travailler à vélo, avec ma caméra ou mon violon dans le dos, Montréal est devenu un territoire d'histoires plurielles à raconter. Chacun modifie mon rythme sur la route. Chacun organise ma pensée nomade. Je sème les rencontres, je cultive les idées. Et avec le temps, je récolte les valeurs. Elles me permettent toutes de voir plus loin. Donc, fidèle à moi-même, je suis montée sur mon vélo, avec ma caméra au dos, pour chasser les airs de violon. En accumulant la distance, j'ai souhaité construire des ponts entre la fête et le quotidien. Mais j'avais besoin d'aide pour lire le mode d'emploi. Donc, j'ai invité des amitiés à m'accompagner sur la route et à me partager leur regard professionnel mais spontané sur la manière d'être en relation avec la ville. Pardon? Ouais. Oui, c'est par là-bas. L'urbanisme, c'est l'art de planifier la ville. Plus spécifiquement, l'urbanisme, pour moi, c'est la cohabitation, c'est les interrelations. Donc, il y a autant des volets sociaux que des volets architecturaux. L'interrelation entre la rue, le bâtiment, la place publique, comment les gens vivent ces espaces-là, surtout. C'est sûr qu'il y a des quartiers qui ont été construits pour accueillir la masse de gens qui venaient de la campagne, en fait, en ville pour travailler. C'est ce qui a donné lieu au quartier ouvrier. Elle est typique dans le sens que c'est une petite rue étroite, typiquement montréalaise. On voit de ce côté-ci qu'on a des cours avant qui sont de 2-3 mètres de profondeur. Il y a des petits jardinets, il y a des arbres qui ont été plantés il n'y a pas très longtemps, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus pour s'installer et mettre des chaises, s'asseoir, profiter, à part le balcon qui n'est pas très grand. J'aime l'amourette sur mon balcon, Maluron, Maluré. C'est trop ouvriers qui la font, j'aime l'amourette sur mon balcon. C'est trois ouvriers qui la font, j'aime l'amourette sur mon balcon. C'est les plus jeunes qui sont mignons, sur le brin, sur le brin, sur le Saint-Ouri, sur le Culorum, sur le Saint-Orum. J'aime l'amourette sur mon balcon, Maluron, Maluré. J'aime l'amourette sur mon balcon, Maluron, Maluré. J'aime l'amourette sur mon balcon, Maluron. Par contre, de l'autre côté de la rue, là, on remarque les arbres matures, on remarque un petit peu l'aménagement un peu plus ancien. La façon qu'on a choisi d'aménager, c'est de donner plus de place à l'avant des maisons, à l'avant des bâtiments. Donc, ça permet un aménagement quand même assez intéressant de cour avant, de verdure, qui dépasse la petite courette qu'on retrouve dans les maisons habituellement. L'apparition des escaliers, elle est venue à la fin du 19e à peu près, quand il y a eu des changements au niveau de la réglementation, des changements qui étaient un peu initiés par un changement de paradigme de comment on bâtit la ville.
Donc, ce qu'on a commencé à vouloir faire, c'est avoir des marges avant. Question de santé, de sécurité, de santé générale, pour pouvoir aménager des espaces verts, de la verdure devant. Et puis, à ce moment-là, les constructeurs devaient donc reculer leur bâtiment par rapport à la ligne de l'eau. Et par économie, on a commencé à mettre les escaliers à l'extérieur, parce qu'autrefois, les escaliers étaient à l'intérieur. Ce qu'on remarque, c'est que la fin de l'escalier, elle est alignée avec la clôture, puis on voit cet alignement-là qui continue de clôture en clôture jusqu'à l'autre bout de la rue. Ça, c'est normalement la limite du lot privé. Alors, techniquement, le propriétaire, le constructeur, ne pouvait pas mettre son escalier au-delà de cette limite-là. Et là, il faut tout de même monter au deuxième. Donc, ça provoque cette espèce de torsade qu'on fait aux escaliers pour qu'on puisse rentrer un nombre de marches intéressant, parce que sinon, ce serait un petit peu trop dangereux et trop à pic. Quand on regarde certains escaliers, on réalise qu'avec le temps, certains sont devenus ornementaux, on a commencé à les décorer, on a commencé à travailler le fer forgé. Ce qui a commencé par être une façon de densifier est devenu emblématique. Ce qui est devenu emblématique pour certains quartiers est devenu patrimoine. Construire la ville, c'est comme danser à deux. On s'inspire de l'autre, on se regarde aller. Parfois, on se pile un peu ses pieds ou on tire un peu trop de son côté, mais on maintient le contact jusqu'à la fin du morceau. Dans la danse des idées et des techniques, ce qui est beau, c'est qu'il y a des sciences sociales pour comprendre ce qui se passe entre les deux. Je pense que la première chose, peut-être le plus important, qui structure tout le quartier et les maisons, c'est la voiture. On voit que c'est un quartier de voitures. Les rues sont larges, sont très larges. Il y a du stationnement en face, dans la face de tous ces bâtiments. Il y a une porte de garage. C'est vraiment la chose qui le démarque le plus, je pense, des quartiers qui sont plus anciens, qui étaient construits avant l'utilisation massive des voitures. Et ça fait du sens parce que c'est un quartier des années 60 surtout. Donc c'est un peu normal, c'était l'époque où on pensait que l'avenir de la ville, ça allait être tout le monde dans leur petite voiture en train de circuler sur des grands viaducs. C'est un peu à l'image de ce ville que Saint-Léonard est construit. Avant les années 50, c'était la campagne ici. Dans les années 60, il y a eu une explosion de population et c'était surtout des Italiens qui venaient justement de quartiers comme le Plateau, surtout de Petite-Italie, de Villeray, donc de petites triplex attachés, logements longs en rangée, pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de place si tu as beaucoup d'enfants. Donc, une fois que les gens avaient assez d'argent pour acheter, ils ont déménagé dans des espaces un peu plus grands. Donc, on voit ici des façades qui sont beaucoup plus larges, des grandes fenêtres en façade, des grands balcons. Et on voit aussi les couleurs très pâles, la brique blanche, les grandes colonnes style romaine. On trouve souvent des petites sculptures sur les marches. Et la décoration de la maison, c'est un peu style italienne ou une réinterprétation nord-américaine de l'Italie. C'est vraiment une vague d'immigration d'une certaine place qui est venue tout en même temps dans un même quartier. Je pense que c'est un peu plus rare à Montréal d'avoir ce genre de vague d'immigration qui forme un quartier. Si on regarde le Plateau ou Rosemont, c'était des gens qui venaient un peu de partout, mais par petits bouts. C'était pas un quartier au complet. Sur mon vélo, j'ai regardé les balcons défiler et mon imagination s'est amusée à y projeter l'ambiance des chasse-balcons. C'est en traversant les quartiers que j'ai réalisé leur diversité. Parfois, on sent la continuité, d'autres fois la rupture. C'est donc toute l'histoire des quartiers qui s'est invitée. Les trous dans l'histoire, c'est comme des nids de poules. Ça surprend, ça fait peur, ça fait mal des fois. Le changement, est-ce que c'est pour ou contre les gens? Le changement, ça bouscule, ça s'invite, ça nous dépasse des fois. Mais ça nous propose des choses aussi. Et ça nous motive à faire du ménage. La ville se transforme, mais il y a toujours un témoin caché. Car à partir des bâtiments, on peut lire l'histoire des gens.
Dans Hochelaga, on s'entend que c'est vraiment du logement ouvrier. Il reste peu de bâtiments industriels, peu de bâtiments institutionnels. Il y a eu pas mal plus de démolitions, en fait, dans ce secteur-là que dans le secteur Maisonneuve, qui a été une ville en soi entre 1883 et 1918. C'était la cité de Maisonneuve. Le projet pour cette ville-là, c'était, entre autres, de favoriser une mixité des classes, si on veut. Donc, il y avait la bourgeoisie locale qui s'était installée le long du boulevard Pineuf, et tout autour, c'était les résidences ouvrières. Tout le monde se prend une cuillère? La bourgeoisie et la classe ouvrière fréquentaient les mêmes marchés, se croisaient dans la rue, puis ensuite se revoyaient à l'usine. Donc, c'est un genre de mixité assez particulier. Puis même souvent, les ouvriers vont travailler à pied. C'est tout un tissu social qui va se créer à cette époque-là. Sur un territoire quand même assez petit, c'est presque, on va en venir à presque 83 000 habitants à l'apogée du quartier. Les quartiers ouvriers vont vivre le même sort à peu près, là, du moins en Amérique du Nord, c'est que les usines vont fermer graduellement pour aller s'installer en Amérique du Sud puis éventuellement en Asie. Après 1972, il y a beaucoup de familles qui vont quitter le quartier. Et entre 1972 et 1986, je pense que le quartier va passer de quelque chose comme 75 000 habitants à à peine un peu plus que 40 000. Donc, c'est énormément de gens qui vont quitter le quartier dans les années qui vont suivre. Les gens ne savaient peut-être pas encore dans ce temps-là, mais c'était vraiment une ère de transition qui commençait en 72 et qui allait se poursuivre pendant 10-15 ans. Là. Donc, on parle, c'est des choses peut-être un peu moins glorieuses, là, qu'on aime moins parler, mais c'est les démolitions sur la rue Notre-Dame. C'est des gens qui ont été expropriés pour pas grand-chose, des bâtiments historiques dans certains cas qui vont être démolis pour pas grand-chose. On devrait jamais démolir des bâtiments historiques, là, mais je veux dire, c'est que non seulement ça a été une catastrophe sociale, parce que c'est exproprier 6 000 personnes, ça a quand même un certain impact sur une communauté, mais c'est qu'en plus, le projet finalement n'aura jamais lieu. Donc c'est quand même particulier. Ça a des impacts très importants quand des communautés comme ça perdent ses citoyens, quand une communauté perd ses industries, quand une communauté perd ses points de repère comme ça. Bien là, c'est un tissu social qui s'effrite. Qui dit départ de famille, départ de résidents, dit aussi départ d'une certaine mémoire. Hein. C'est des témoignages, c'est des gens qui ont vécu une certaine période dans le quartier, qui quittent le quartier, qui ne reviendront plus. On accepte toujours, évidemment, le changement, c'est inévitable, donc on ne peut pas vraiment se battre contre ça, mais on peut tout de même préserver quelque chose pour dire, bon, ben on est là, mais on est parti de là. Donc, c'est vraiment, ça revient à, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui vont croire que Hochelaga Maisonneuve, c'est mort. Le quartier est mort, ça n'a plus rien de ce que ça avait, puis ça ne reviendra jamais. Or, on assiste maintenant à une forme de renaissance. Et dans Hochelaga Maisonneuve en particulier, les élus, les autorités locales, si on veut, vont beaucoup miser sur la mixité sociale. Il va y avoir beaucoup d'usines qui vont être reconverties en condos. Donc, on va assister à beaucoup de conversions comme ça, du patrimoine industriel dans le quartier, ce qui n'est pas inintéressant. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que d'avoir une forme de renaissance puis des nouveaux résidents qui arrivent de l'extérieur, qui amènent un autre bagage, qui amène peut-être un peu plus d'argent aussi, évidemment, dans les coffres de l'arrondissement. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il ne faut pas tasser ceux qui sont là depuis 3, 4, 5 générations. Parce que ça, c'est une des particularités du quartier. Ceux qui sont restés ici, même après la fermeture des usines puis la désindustrialisation, c'est des familles souvent qui sont arrivées dans les années 10, 20, 30 et qui sont encore là aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des lieux où les gens peuvent se retrouver, puis que c'est correct. Je veux dire que ça soit pas... parce que sinon, on favorise l'exclusion sociale, puis ben on est d'accord, je pense, pour dire que c'est pas les gens qui achètent les condos qui souffrent d'exclusion sociale généralement. Je pense qu'il faut essayer de trouver, là c'est peut-être utopique, mais je pense qu'idéalement, il faut trouver une façon de s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde. J'allais dire à Carole que
dis que les idées sont dans l'air du temps. Dans le présent, il y a le ton du passé et le rythme des rêves d'avenir. Mais l'être reste au cœur. Les lieux de rassemblement existeront toujours. Certains auront disparu, d'autres se seront créés. Composer la ville, c'est jouer sur les frontières, entre le soi et l'autre. Chaque geste que l'on pose structure notre environnement, car on accepte ou on refuse le changement. C'est comme la musique traditionnelle. On peut la regarder ou on peut entrer dans la danse. Je suis un Montréalais d'adoption. Je viens du Lac-Saint-Jean, donc pour moi, Montréal, c'est depuis 30 ans. Je pense que je suis très Montréalais depuis 30 ans, là, par le vélo, par le fait que j'ai habité un peu partout dans la ville. Fait que voilà. Puis il y a aussi mon vieux passé d'historien qui est un urbain qui travaille sur des questions de population. C'est que voilà. Ce qui me désespère, puis ce qui désespère d'autres personnes, c'est le fait qu'à Montréal, tout ce qui se construit de neuf, ce ne sont que des condos où il y a à peu près, au point de vue architectural, c'est pareil, puis c'est pas grand, puis c'est... Mais bon, ceci dit, dans l'histoire de Montréal, il y a eu ces habitations, ces maisons ouvrières ou très petites, où il y en a encore des exemples. Le processus de gentrification qui arrive, c'est souvent la reprise de possession de ces espaces-là par des gens un peu plus fortunés, qui ont les moyens qui ont trouvé dans cet endroit un milieu de vie intéressant, une certaine vibe qui vient de toutes sortes de petits facteurs. Ceci dit, ça peut être instrumenté par des gens. Lorsqu'on a cherché le prochain plateau, bien, il est partout à Montréal, le prochain plateau. Là. On dit que c'était Oma, on a dit que c'était Milex, on a dit que c'était Patry. Donc, il y a un élément de marketing autour de ça. C'est extrêmement difficile de faire des projets collectifs. Donc, à Montréal, il y a un certain nombre de coopératives d'habitation qui existent, qui sont une autre forme d'occupation de l'espace. Il y a des gens qui essaient de renouveler un peu cet accès à la propriété-là. Je dirais que le condo, c'est un peu dans cette mutation de la ville, donc une question de richesse, une question de comment on voit le milieu de vie. Tout le débat sur l'enseignement d'histoire. Et surtout, c'est la question de la compétence. Moi, j'ai toujours trouvé que ça a été mal compris, cette question-là. C'est-à-dire, être compétent en histoire, avoir des connaissances historiques, ça va. 1842, nanana, comprendre un peu d'où on vient, tout ça, c'est nécessaire. Mais être compétent en histoire, c'est être capable de se promener dans la ville et être capable de l'interpréter. Et puis c'est ça la beauté. Donc tu as besoin d'avoir des connaissances qui viennent par les livres, qui viennent par les lectures, puis par les conversations que tu peux avoir avec des gens qui savent, des anciennes personnes. Mais l'autre manière de le faire aussi, c'est d'être habilité à se promener dans une ville puis être capable d'en parler, de lire la ville, de comprendre. Pas juste comprendre qu'il y a des églises et tout ça, mais de regarder la ville du point de vue architectural, de regarder la ville comment c'est aménagé, d'être intéressé un petit peu à des petits détails ou à des signalisations. Là, on a justement une ruelle verte ici, mais qu'est-ce qu'il y a de plus au-delà? Pourquoi on fait des ruelles vertes? C'est quoi le projet derrière? Il y a tout ça, cette vie-là, que la ville change, la ville bouge, on y contribue. On est dans ce mouvement-là. Là où on est, c'est quand même un bâti urbain du 19e siècle, c'est plus mi-19e siècle. Puis on voit encore des traces, un certain nombre de traces. C'est un mélange ici sur la rue. Puis ce qu'on voit ici, ça a été rénové. Il n'y a plus de balcon. On n'en voit pas. Par contre, ce qui est très, très nouveau, puis ce qui est encore plus caché, c'est les terrasses ou le stationnement intérieur, qui a une très grande valeur de revente. On a fait tomber les hangars, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait tomber les hangars? C'est qu'on gagne un beau terrain, où on peut mettre une voiture, mais ça nous permet aussi de prolonger un peu l'espace arrière de la maison et de faire dans un 5,5, la 6e pièce, ou dans un 6,5, faire la 7e pièce, la pièce d'été. C'est pas la cuisine d'été, c'est la pièce d'été. Quoique, il y a toujours un barbecue. C'est un bel indicateur de se promener en arrière, de regarder vers l'arrière des maisons. À l'arrière, c'est le balcon qui peut servir à une vie sociale différente. Et on est dans un espace privé qu'on peut surveiller, mais de l'autre côté, on peut aussi être connecté avec les autres. Le plus ultime, c'est d'entrer dans ces relations-là pour faire quelque chose avec. Pour soi-même, puis pour améliorer la ville, pour rendre la ville plus humaine et tout. Je pense que la question la plus intéressante, c'est qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, et comment on est dans une ville pris en train de négocier toujours ça. L'âme du vivre ensemble, c'est la culture qui tricote le lien entre nous. Le tissu social peut changer de manière, mais on doit préserver sa matière. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de répondeurs. Excusez-moi, là. Ça s'appelle sur le bord de mon balcon.
Vous allez être bon pour répondre ça, c'est facile au bout. Sur le bord de mon balcon, sur le bord de mon balcon. Sur le bord de mon balcon, sur le bord de mon balcon. Trois dames s'y promènent, ma dondaine. Trois dames s'y promènent, ma dondée. Trois dames s'y promènent, ma dondaine. Trois dames s'y promènent, ma dondée. Mais en se promenant, mais en se promenant. Mais en se promenant, mais en se promenant. Ils ont lâché leur peigne, ma dondaine. Ils ont lâché leur peigne, ma dondée. Ils ont lâché leur peigne, ma dondaine. Ils ont lâché leur peigne, ma dondée. Trois Allemands passant, trois Allemands passant. Trois Allemands passant, trois Allemands passant. Ils ont pris leur peigne, ma dondaine. Ils ont pris leur peigne, ma dondée. Ils ont pris Un dicton que j'affectionne dit que la vie, c'est comme une balade à bicyclette. Pour garder l'équilibre, tu dois avancer. Pouvoir pédaler seul sur un vélo, c'est maintenant une liberté sacrée. Mais pédaler en tandem, c'est peut-être ce qu'il faut réapprendre comme société. C'est toujours difficile d'expliquer de façon circonscrite ce que c'est l'anthropologie. Pour moi, c'est une façon de comprendre le monde, une façon d'aborder les choses, toujours de façon décentrée de soi, même si on est toujours son propre instrument, même si on est toujours, en fait, la matière avec laquelle on réfléchit. Je reviens au balcon. Bien, c'est cet espace intermédiaire, cet espace médian. En anthropologie, on utilise le terme de liminarité, en fait, qui est un espace entre l'intérieur, l'extérieur, l'aspect public et privé, ou privé. C'est les deux. C'est clair que le balcon, dans les années 40, n'avait pas la même fonction qu'aujourd'hui. On les voyait, les gens sur le balcon. Les gens utilisaient leur balcon. Pour toutes sortes de raisons, hein, on est rendu dans ce qu'on appelle la modernité avancée. On ne sait plus trop comment appeler notre époque, mais c'est une époque clairement qui a changé de façon très significative depuis cette époque décrite dans les livres de Michel Tremblay. Je pense que c'est une question de bulle. En fait, c'est comme si je trouve que la bulle est devenue moins poreuse, notre bulle personnelle est devenue moins poreuse, donc on se retire un peu de l'espace public de plus en plus. On se rend compte que le déclin du catholicisme et de la messe du dimanche, parce que c'est ça, en fait, pour moi, le nœud, parce que la messe du dimanche n'était pas que le rituel religieux, était aussi le moment où les gens se rencontraient et parlaient de tout sauf de religion, en fait. C'est beaucoup plus ça qui s'est disloqué qu'une sorte d'adhérence, d'adhésion au catholicisme, en fait. Mais à partir du moment où on n'a plus l'obligation, on n'est plus tenu socialement et même familialement, en fait, c'est beaucoup la famille là, qui était le noyau dur, je dirais, de cette sociabilité traditionnelle. À partir du moment où on n'est plus tenu, on ne se sent plus obligé d'aller à la messe, de se retrouver en famille, en paroisse, en quartier, en fait, et on reconstituait d'autres formes de sociabilité. Mais en même temps, c'est compliqué quand il faut reconstituer les liens de sociabilité par nous-mêmes. Donc, on est là-dedans aujourd'hui. On veut recréer des espaces communs, on veut aller vers les autres, on veut être en lien, parce que c'est ça que ça voulait dire. Religion, hein, d'abord, c'est ça que ça veut dire, ce qui relie, religar.
Moi, l'espèce de, je vais utiliser un mot chinois, le revival, le retour, le regain de la musique traditionnelle, parce que quelque part, il faut le dire, il y a eu un déclin un peu, je dirais, dans les années 80, même s'il y avait des groupes qui en faisaient toujours, là, ça n'a jamais complètement arrêté, mais cette réappropriation-là de la culture traditionnelle, mais vraiment la culture traditionnelle, c'est ça qui je trouve extraordinaire, là. Beaucoup de jeunes gens qui vont apprendre les tunes de Pitou Boudreau et de tous les grands de notre de musicologie québécoise et qui se les approprient complètement en respectant les versions anciennes, mais en même temps en leur ajoutant leur façon de faire. Et c'est ça, pour moi, la tradition, c'est jamais quelque chose de... C'est surtout pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant qui a à être respecté, mais en même temps brassé. Il faut brasser la cage, là. J'ai commencé à pédaler à coup de spontanéité, parce que je savais que mon instinct m'amènerait sur une route pertinente. À force de rouler, le mouvement m'a interrogée. Mais qu'est-ce que la ville, le vélo et le violon ont en commun? J'ai trouvé, je pense. Elles ont en commun des racines de sens et des ailes de liberté. Je crois que c'est dans l'expérience du changement et de la tradition qu'on engage une conversation où chacun se réapproprie l'histoire. La ville bouge constamment et c'est ça qui la rend vivante. La traversée à vélo, c'est apprendre à harmoniser nos pulsations. Et la cinématographier en suivant la chasse-balcon, c'était une intuition de beauté. Parce que l'effort derrière le mouvement de tourner, de monter, puis de raconter, m'apprend définitivement la sagesse. Je vous invite à vivre le pèlerinage. Il suffit d'observer autour de vous, votre milieu, et d'y contribuer avec le meilleur outil que la vie vous a donné, vous. Voici le mois de mai que les fleurs volent au vent. Voici le mois de mai que les fleurs volent au vent. Que les fleurs volent au vent, si jolies mignonnes. Que les fleurs volent au vent, si mignonnement. Que les fleurs volent au vent, si jolies mignonnes. Que les fleurs volent au vent, si mignonnement. Le galant s'en va les ramassant. Le galant s'en va les ramassant. Le beau galant s'en va les ramassant. Le beau galant s'en va les ramassant. S'en va les ramassant, si jolie mignonne. S'en va les ramassant, si mignonnement. S'en va les ramassant, si jolie mignonne. S'en va les ramassant, si mignonnement. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramasse tant qu'il en remplit ses gants. Il en remplit ses gants, si jolie mignonne. Il en remplit ses gants, si mignonnement. Il en remplit ses gants, si jolie mignonne. Il en remplit ses gants, si mignonnement. Il les porte à sa belle pour lui faire un présent. Il les porte à sa belle pour lui faire un présent. Il les porte à sa belle pour lui faire un présent. Il les porte à sa belle pour lui faire
porterez 4 fois par an. Vous ne les porterez 4 fois par an. Que 4 fois par an. Que 4 fois par an, si jolie mignonne. Que 4 fois par an, si mignonnement. Avant qu'il mentira, Noël et le Saint-Jean. Avant qu'elle mentira, Noël et le Saint-Jean.